Bonjour à tous. Un païen, c'est un homme enraciné, un homme proche de la nature, un homme qui cherche à s'en rapprocher, à être en harmonie avec elle, pour mieux se trouver lui-même, pour mieux retrouver sa propre nature à lui-même. Un païen, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au ressenti, qui écoute son cœur et qui cherche à avoir les meilleures intuitions possibles pour être guidé dans sa vie. En cela, le païen est très critique à l'égard de la société moderne, très matérialiste, très urbanisée, et qui fait qu'on a du mal à développer ce ressenti. Aujourd'hui, un païen, il se sent déraciné. D'où vient ce déracinement? Quelle est l'origine de ce déracinement? Il y eut des peuples païens, celtes, germains, grecs. Certains disent même que les Romains en étaient. Mais justement, les Romains, est-ce que ce n'est pas eux, en réalité, qui nous ont envahis il y a 2000 ans, nous ont vaincus, et ont réécrit l'histoire, bien sûr, à leur façon, puisque c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Ce sont eux qui ont imposé le catholicisme comme religion unique. Donc je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas faire preuve un petit peu d'un esprit critique pour retrouver la véritable tradition et la véritable histoire de nos ancêtres? Surtout qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Avec Internet, l'information circule librement. On a beaucoup d'auteurs très intéressants qui ont déjà fait des études là-dessus et sur lesquels je me suis appuyé pour faire ma petite recherche en tant que gros curieux. Donc on va déjà analyser Rome par rapport aux Celtes et le paganisme justement. Analysons donc le paganisme romain face aux Celtiques. Déjà, paganisme, ça vient de paganus, un mot qui signifie paysan. On voit encore une fois le lien avec la nature, très important. Mais la religion romaine, au contraire, elle va s'installer dans les villes. Les Romains vont être les premiers à construire des hôtels qui vont devenir des lieux de culte. Ces statues devant lesquelles les païens vont devoir effectuer leurs rituels. Mais pourtant, un païen est lié à la nature et son temple, à la base, chez les Celtes, chez les Germains, se trouve dans les forêts, se trouve au pied des arbres, se trouve au pied des sources, se trouve au pied des mégalithes. On a donc là en réalité une grande rupture où on a un homme très proche de la nature, où le temple est partout. On arrive à un temple dans une ville matérielle. Et là où il va y avoir même une grosse transgression de la tradition primordiale, c'est que les Romains vont représenter la divinité. C'est-à-dire que ces statues vont être la représentation de Dieu. Et ceci est une transgression, puisque si aux yeux de quelqu'un de non averti en philosophie, cela peut paraître mineur, en réalité, cela va totalement changer la vision du monde et le paradigme. Si chez les Celtes, les druides interdisent de représenter la divinité, c'est parce que les dieux sont des principes immatériels, des principes supérieurs qui se retrouvent partout dans la nature, y compris dans l'homme. Par conséquent, ces principes ne peuvent pas être représentés. Et les dieux sont en nous, chez un Celte, chez un Viking, chez un Germain. Or, lorsque vous représentez un dieu, cela commence à vous faire penser que le dieu est en dehors de vous. Et il y a donc une rupture entre les dieux et l'homme. D'où une hiérarchie entre les êtres qui va commencer malheureusement à s'installer. D'où un matérialisme, d'où un goût pour l'image, pour ce qui se voit, pour ce qui se consomme, qui va mener à tous les excès romains, orgies romaines, consommation de vin. Je rappelle que les Celtes sont des gens à la base qui ne boivent pas d'alcool. Ils ne boivent au départ que de la bière ou de l'hydromel, des alcools très légers comparés au vin. Bien sûr, ils boivent uniquement dans les fêtes païennes. Et oui, César reconnaît la supériorité des guerriers belges, notamment parce que ceux-ci ont refusé le commerce avec les Romains, sachant que le commerce principal de Romains était le vin. Les Belges, n'ayant toujours pas rompu avec leur tradition, ne buvant toujours pas de vin et donc quasiment pas d'alcool, parce que tous les Celtes à la base considèrent que l'alcool affaiblit l'esprit, eh bien les Belges seront les guerriers les plus difficiles à soumettre d'après César. Bref, on a d'un côté une vision matérielle basée sur l'avoir, la possession,
chez les Romains qui va mener au matérialisme, qui va mener au capitalisme, qui va mener malheureusement à l'impérialisme, aux conquêtes nécessaires pour assouvir leurs besoins en orgie et qui va donc mener malheureusement à l'esclavage. Alors que chez les Celtes, on est dans une civilisation et un mode de pensée basé sur l'être, sur l'épanouissement personnel, sur l'élévation de l'homme, sur son existence en harmonie avec les autres. Bref, une société d'hommes insouciants où seul le bonheur compte et peu importe les denrées matérielles. À propos des dieux, on sait que les Vikings faisaient des deals avec les dieux. Les Celtes, les Germains considèrent que les dieux, encore une fois, sont à leur égal. Ils sont bien sûr supérieurs dans le sens que ce sont des forces transcendantes. Les Celtes respectent les dieux, mais ils ne s'agenouillent pas devant eux. Ils ne les idolâtrent pas. Alors que chez les Romains, on va commencer malheureusement à idolâtrer ces dieux et finalement à rabaisser l'homme. Cette pensée, bien sûr, va nourrir la justification d'un esclavage. Le monde romain vivait depuis son origine avec les barbares. Pour être exact, très régulièrement, les grands empereurs, Trajan, Auguste, Tibère, menaient des grandes expéditions au-delà du Limès pour aller faire des razzias, pour piller un peu d'or, c'était toujours agréable, mais surtout pour capturer des esclaves. L'Empire romain était un empire esclavagiste. Vous allez voir que tout ceci n'est guère surprenant si l'on s'intéresse aux véritables racines de Rome. Rome au départ, vers moins 753 avant Jésus-Christ, c'est une colonie assyrienne, née de l'émigration des rescapés de l'effondrement de l'empire assyro-babylonien dont la capitale est Assour. Cette petite colonie devient vite le repère de tous les petits brigands venant d'Orient et va même devenir le repère de tous les hommes de pouvoir qui ont gouverné dans cette zone orientale qui a été une zone où l'impérialisme, où le capitalisme, où l'esclavage a prospéré pendant des siècles. Une fois les ressources humaines totalement exploitées dans ces régions orientales, une fois la décadence atteinte en Orient, même en Égypte, eh bien tous ces hommes de pouvoir vont décider de fonder par l'entremise de Rome un nouvel empire en Europe pour cette fois-ci exploiter les ressources humaines européennes après avoir pompé jusqu'au bout les ressources humaines en Orient. C'est donc la naissance d'un capitalisme débridé et d'un impérialisme qui mènera à l'esclavage en Europe. Le système romain est très simple. Ils soumettent un peuple, ils les contraignent à l'esclavage ou les contraignent à devenir des soldats à combattre pour eux. Leur meilleure technique est de prendre les enfants dès leur plus jeune âge pour leur laver le cerveau, c'est-à-dire leur faire oublier leurs vraies traditions et leur imposer la mythologie romaine, des mythes à la gloire de Rome pour en faire des bons petits soldats de Rome. C'est ce qui est arrivé à Arminus. Arminus qui est le fils d'un chef de tribu germanique jadis vaincu par Rome. Arminus donc est pris au plus jeune âge et il est formé donc pour devenir un bon petit soldat romain. Arminus est très brillant et il devient rapidement quelqu'un d'assez élevé dans la hiérarchie romaine. On lui demande d'aller conquérir des provinces en Germanie. Fort heureusement, la mémoire lui revient et Arminus n'oublie pas d'où il vient et finit par se retourner contre l'Empire romain, à mener avec lui toutes les tribus germaniques pour infliger une raclée mémorable en l'an 9 dans la forêt de Teutobourg à l'Empire romain. Cette raclée fut telle que l'Empire romain abandonnera tout espoir de conquête de la Germanie pour encore plusieurs siècles. Et dans notre bonne vieille Gaule, qu'en est-il? Eh bien, Rome pourchasse les druides qui n'adoptent pas leur nouvelle religion gallo-romaine, et ce bien avant l'avènement du christianisme. Rome met donc en esclavage nombre de Gaulois et prend la liberté de la majorité. Ils attachent les paysans à la terre, c'est-à-dire que c'est le début du servage, du sous-statut de serf, qui est en réalité, pour moi, un esclave. Hein. Et donc tout cela avant même l'arrivée du christianisme. Cela a eu pour conséquence que nombre de Gaulois, fuyant ces conditions horribles, ont fui en Germanie.
Et puis ces Gaulois sont revenus avec ces Germains pour attaquer l'Empire romain, pour essayer de retrouver la souveraineté sur leur propre terre de Gaule. C'est ce qu'on appelle les invasions barbares. Quand les impôts deviennent tellement forts, tellement intenses et que la pression est tellement mal vécue que l'on ne peut plus vivre sur sa terre, eh bien un certain nombre de paysans sans le sou, notamment en Gaule, décident de prendre le maquis, voire même de partir en Germanie. C'est-à-dire que les impôts vont nourrir la pression militaire parce que des gens vont se joindre aux barbares pour attaquer l'Empire romain. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux, c'est... Les Celtes et les Germains sont deux rameaux descendants d'un même peuple. Les préhistoriens suédois et danois contemporains réservent le terme de Germain aux ancêtres des habitants de l'Europe du Nord. Mais Pythéas, l'historien grec de Massalia, va encore plus loin. Lui qui a visité ces régions d'Europe du Nord en 350 avant Jésus-Christ, appelait ses habitants des Celtes. Les récits de son histoire désignent trois des plus anciennes tribus celto-germaniques, à savoir les Frisons, les Saxons et les Danois. On constate donc, une fois de plus, que la distinction entre Celtes et Germains est artificielle et romaine avant même d'être chrétienne. Nous avions d'un côté à cette époque, d'une part, les collabos de l'Empire romain et d'autre part, les adversaires, les païens, qui, il y a encore peu, on les aurait appelés des résistants. Au moment des invasions barbares, c'est-à-dire au IIIe siècle après Jésus-Christ, Celtes et Germains partagent donc des valeurs communes et ils n'ont pas oublié le souvenir de leur souche commune hyperboréenne. C'est pas pour rien si on parle des cousins germains. C'est donc autour de leur tradition commune et du souvenir d'Hyperborée qu'ils s'unissent. Tous contre l'Empire, germains, gaulois résistants, mais aussi nordiques scandinaves, goths, vandales, lombards, tous attaquent pour casser l'Empire romain et son esclavage. Ces soi-disant barbares amènent avec eux des valeurs d'honneur, de liberté et d'égalité, des valeurs qui avaient malheureusement disparu en Gaule. Puis ça va être l'arrivée du christianisme, où deux grands courants vont s'affronter. D'un côté, le courant arien, défendu par les Goths et tous les hommes libres, et de l'autre côté, le courant catholique. On connaît la suite. Aujourd'hui encore, le pouvoir catholique siège à Rome. Le déracinement dont nous souffrons encore aujourd'hui fut très ancien et progressif. Son origine est romaine. Mais cet élan inconscient qui fait que nombre de païens modernes recherchent leurs racines dans la tradition païenne est très sain et porteur d'espoir. Mais ne nous faisons pas avoir une deuxième fois. Notre tradition authentique est de racines hyperboréennes et est différente du paganisme romain, qui n'a de païen que le nom. Jusqu'ici, le mot païen était un mot fourre-tout pour désigner tout ce qui n'est pas chrétien ou abrahamique. Je suggère que désormais nous précisions s'il s'agit de païens hyperboréens, romains ou égyptiens, c'est-à-dire isiaques. La plus ancienne tradition, mère de toutes les autres, et de l'authentique paganisme européen, est bien hyperboréenne. Les Grecs ne s'y sont pas trompés et revendiquent cet héritage, même si les Grecs furent malheureusement, pour certains d'entre eux, les premiers à dévoyer cette tradition. Les Romains sont les bourreaux des vraies racines de l'Europe. Ce sont eux qui ont commencé ce lent déracinement qui fait que les Européens n'ont aujourd'hui plus aucun souvenir de leur véritable identité. Vous seriez surpris de savoir à quel point nombreux sont les Normands qui ignorent l'origine viking de la Normandie. Le résultat, c'est que les Européens sont aujourd'hui malheureusement en voie d'extinction, notamment à cause de la submersion migratoire. Mais il y a cependant un espoir. Le réveil de conscience est devenu possible, notamment grâce à la nouvelle liberté offerte par Internet, mais aussi par l'ouverture des cœurs et l'intuition qui doit permettre aux fils de bord de retrouver la mémoire et leur véritable origine. J'ai espoir, car nombreux sont ceux qui commence lentement mais sûrement à se remémorer notre unité primordiale hyperboréenne. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager la vidéo,
N'oubliez pas de visiter le site pagans.eu. Je terminerai par une citation. En 782, les Saxons appelaient les Celtes romanisés, devenus des Francs. Ces Celtes romanisés qui combattaient donc contre eux, contre les Saxons, dans les armées chrétiennes franques, eh bien, les Saxons les appelaient les Véalas, ce qui veut dire péjorativement, à cette époque, les doublement déracinés. Déracinés dans leur langue, le latin, donc plus de gaulois mais du latin, et dans leur tradition par l'Église qui a supplanté donc le paganisme celte. Voilà. Bref, les Véalas, c'est les étrangers à leur propre culture. C'était comme ça que les Saxons, les Germains appelaient les Francs. Allez, cette fois-ci c'est la bonne et je vous dis à la prochaine fois par Wotan. D'ailleurs, est-ce que l'Empire romain est vraiment mort? Je vais essayer de vous montrer que, selon le point de vue que l'on adopte, la conclusion peut être relativement divergente.